Bienvenue à tout le monde. Bon, c'est un plaisir de vous voir tous ici pour cette soirée vraiment spéciale avec un invité vraiment spécial. Avant de commencer, mon nom est Alessandro Mora. Je serai le co-hôte de ce moment avec Roberta Ligori. Salut Roby. Salut tout le monde. C'est à moi. Donc, ça va être super sympa et on est prêt à commencer. Mesdames et messieurs, bienvenue au docteur Richard Bandler. Bonjour Richard. Tu peux t'activer le son. C'est bon? Mon son est bon? Oui, on peut t'entendre. Bonjour Richard. Déjà premièrement, merci d'être ici avec nous. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un honneur. Et je pense que ça va être une super session, une super soirée. On a plein de questions sympas et intéressantes pour toi, particulièrement basées sur ton dernier bouquin. Mais avant d'aller là, puisqu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui ne connaissent pas la PNL, je voudrais te poser la question, donne-nous une courte description de ce qu'est la PNL. La programmation neurolinguistique, elle a été créée sur la base de l'idée que c'était quelque chose qui fait du sens. En fait, ça faisait sens de regarder comment les gens font les choses avec succès et d'éduquer les personnes, plutôt que de regarder ce qui ne va pas et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Donc, John Grinder et moi-même, dans les années 70, on a développé un modèle qui s'appelle le métamodèle. C'est un modèle linguistique qui a une sorte de carte du cerveau et qui nous montre de quelle manière les gens parlent de manière intuitive, mais pas de manière grammaticale. Où que ce soit que tu sois né sur la face de la Terre, intuitivement, tu apprends à parler une certaine langue et intuitivement, tu sais si une phrase elle est bien formée ou pas. Donc c'est un petit peu comme une sorte de cartographie de l'inconscient. Noam Chomsky avait commencé à travailler là-dessus. Et nous, on a pris ce même modèle et on l'a appliqué pour en faire un outil de résolution de problèmes. Dans mon livre sur un modèle pour la résolution de problèmes, on est parti un peu plus loin encore et on pensait en fait qu'on était en train de modéliser des thérapeutes à succès, mais en fait on est en train véritablement de modéliser la résolution de problèmes. Et on a créé des outils pour pouvoir aider les gens à se représenter ce qu'ils font consciemment ou inconsciemment. Et j'ai travaillé aussi avec des professeurs, avec des entrepreneurs et puis des patients également. Donc, globalement, on a simplement trouvé des manières de modéliser le succès. Comme ça, si quelqu'un avait réussi à se débarrasser d'une phobie, eh ben, tout simplement, on apprenait aux gens de le faire aussi. Ici, dans mes mains, j'ai ton livre le plus récent, donc Legacy of the Master, qui n'est pas encore traduit en français. Et je pense que c'est un livre qui est vraiment génial parce que dedans, tu expliques comment est-ce que tu penses lorsque tu travailles avec des clients. Dans le premier chapitre, tu parles de, des règles principales. Ce que je voudrais, c'est que tu nous donnes une petite idée sur quelles sont tes règles principales lorsque tu travailles avec un client. J'en ai quelques-unes. Pour commencer, la, une, une règle principale, en fait, c'est les idées principales que j'utilise pour guider mes idées. J'ai 44 ans pendant lesquels j'ai vu des clients et la plupart d'entre eux, ils avaient été abandonnés par les autres praticiens ou thérapeutes. La raison pour laquelle j'ai réussi, c'est que je les ai jamais regardés comme étant des cas pathologiques. J'ai toujours essayé de comprendre comment ça fonctionne. Parce que si un esprit peut faire une chose, eh bien un autre esprit peut faire également. Donc même lorsque des personnes avaient entre guillemets des comportements symptomatiques, ma règle principale, c'est d'apprendre comment le faire comme si c'était une compétence.
Soit tu peux aller dans le passé et essayer de trouver du sens sur pourquoi la personne a des problèmes, ou alors tu peux penser au problème comme une sorte d'apprentissage à succès qui n'est pas vraiment productif, de comprendre comment ça marche. Et comme ça, tu peux savoir où changer les choses. Ma deuxième règle, c'est de décider si oui ou non la personne, elle a une carte dans son esprit qui fait quelque chose et qui ne fait pas quelque chose d'autre. Cette carte, elle a quelque chose en elle. Il y a quelque chose qui est représenté dans cette carte, mais c'est pas productif. C'est différent que si c'était tout simplement un problème sur lequel la personne n'a aucune cartographie. Par exemple, si une personne ne sait pas comment épeler des mots, par exemple des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, et ils n'ont pas de cartographie intérieure sur comment épeler des choses, donc ils ne savent pas épeler de manière phonétique en anglais, où on ne peut pas en fait écrire de manière phonétique. Hein. Par exemple, en Irlande, le phone, ça s'écrit pas P-H-O-N-E, en Irlande, c'est F-O-N-E. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs de faire le PH pour faire le son F. L'anglais n'est pas une langue phonétique. Il faut que tu puisses te faire des images des mots et les encoder pour pouvoir les restituer juste derrière. Quand on apprend aux enfants à faire ça, à des enfants qui étaient pathologiquement avec un trouble de l'apprentissage, bah, ils arrivent à le faire. Le problème, c'est qu'ils ne cartographiaient, c'est pas qu'ils cartographiaient mal leur territoire, mais c'est qu'ils n'avaient pas de carte de leur territoire. On n'a jamais appris aux enfants comment mémoriser, et pourtant, on s'attend à ce qu'eux, ils sachent le faire. Avec moi, avec mes clients, une de mes règles principales, c'est de faire ce que le client fait. Et après, de pouvoir comprendre si, à partir de ça, je peux construire quelque chose de nouveau ou alors de réorienter sa manière de faire d'une manière différente. Il y a des personnes qui se motivent avec certaines choses, mais ils n'arrivent pas à se motiver avec autre chose. Ils ont une bonne stratégie de motivation, mais elle ne marche pas pour tout. Donc, ils ont besoin d'une nouvelle stratégie. Ma règle, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui a été cartographié, qu'est-ce qui a été mal cartographié et qu'est-ce qui n'a pas été cartographié. À partir du moment où je peux comprendre ça, bah, savoir quoi faire après, c'est beaucoup plus simple. Absolument. Tu as travaillé beaucoup également dans le système d'apprentissage à l'école. Je me souviens, tu avais parlé déjà du fait de trouver des personnes qui savaient comment faire quelque chose et ensuite de comprendre comment ils le font et d'enseigner finalement cela à d'autres personnes. Ouais, souvent, on a des personnes qui enseignent des choses qui ne sont même pas eux-mêmes capables de les faire. Et ça, c'est un peu bizarre aux États-Unis. Dans les textes des livres éducatifs, ils mettent les réponses dans le manuel du prof, mais pas dans le manuel des élèves. Donc il y a tout plein de problèmes. Ils s'assurent que le prof n'aura pas la mauvaise réponse, parce qu'en fait, ils n'ont aucune confiance dans le fait que le prof connaît les réponses. Certains ont les réponses, d'autres ne les ont pas. Donc si tu ne sais pas faire quelque chose, enseigner les autres, comment, bah, c'est un peu difficile. Donc nous, lorsqu'on veut enseigner le fait d'épeler des mots, il faut déjà savoir le faire. Il faut savoir comment ceux qui savent épeler le font. Quand j'ai été invité par une équipe de baseball pour leur apprendre à taper des balles avec la batte, bah j'ai demandé à la personne qui tapait le mieux de comprendre comment il fait dans sa tête et d'enseigner aux autres de faire la même chose. Et évidemment, ils ont augmenté, ils ont amélioré leur capacité à taper dans la balle. Parce que si tu changes la manière dans laquelle la personne pense, à ce moment-là, tu changes ce qu'ils ressentent et tu peux changer ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est la base fondamentale de la PNL. C'est de changer comment une personne pense. Et à partir de là, bah, il faut trouver des personnes qui ont du succès et répéter ce... C'est très intéressant parce que tu as donné une définition de la PNL comme c'est une attitude. Et ça, c'est une... D'ailleurs, ça, c'est une partie super intéressante parce que, comme Richard il l'expliquait, la PNL au départ, c'est une attitude. C'est on, on ne veut pas réparer les choses, mais les gens, dans leur cerveau, ils ont on peut leur créer des machines en fait qui fonctionnent. Et ils ont déjà à la base une machine qui fonctionne, mais elle fonctionne souvent dans la mauvaise direction. Donc les gens, par exemple, qui souffrent de stress post-traumatique et ils peuvent libérer, par exemple, un certain trauma,
Bah, ils ont une super machine pour pouvoir rester dans le problème, retourner dans leur problème. Donc cette machine, elle est parfaite d'une certaine manière pour ramener ces mauvais souvenirs. Mais par contre, l'idée de revivre une situation de stress ou quoi, bah, il s'agit de le rediriger dans une direction différente. Et à partir de là, tu peux commencer à plus à focaliser sur des moments agréables du passé. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai pu comprendre en fait en travaillant avec Richard pendant tellement longtemps, c'est de voir les gens en face de moi et pas comme étant cassés, mais ils sont capables de faire des choses, mais simplement, il s'est dirigé dans la mauvaise direction. Donc mon travail, c'est de prendre ces stratégies-là, et parce que c'est des stratégies qui, peut-être d'une certaine manière, peuvent marcher, mais de les diriger dans une direction différente, où les personnes sont capables de faire les choses différentes. Moi, je suis vraiment content, parce que c'est une super belle opportunité, parce que comme Roberta l'a dit, si vous avez des questions, ce livre, justement, est un guide sur comment penser ou comment Richard pense lorsqu'il travaille avec des clients. Il a mis là-bas différents cas de figure, différents exemples en travaillant avec des personnes qui ont certaines difficultés, comment dépasser ces difficultés, comment penser à ces difficultés et quelles techniques pouvoir utiliser pour pouvoir... Il voulait pas me laisser me connecter et il voulait pas me réactiver le son. Maintenant, on est bon. Alors, c'est mon tour. J'ai une question qui vient du fait que dans les dernières années, beaucoup plus de personnes ont de plus en plus de problèmes avec le stress, avec l'anxiété. Alors, comment est-ce que tu travailles l'anxiété, la peur du futur? Je pense que c'est la même chose que lorsque tu travailles avec n'importe quoi d'autre. Si tu penses d'une certaine manière, ça génère du stress. Quelquefois, les gens, ils ont des images qui sont beaucoup trop grandes, que ce soit des images construites, quelquefois des choses du passé ou des choses qui n'ont jamais existé. Si tu as des images énormes et grosses, ben, tu vas te sentir mal. Et si tu les rapproches de toi, tu vas te sentir encore plus mal. Donc moi, ma tendance, c'est de mettre une bordure autour, de le réduire tout ça à la taille d'une pièce de monnaie, de le faire clignoter en noir et blanc pendant un petit moment, parce que neurologiquement, ce qui se passe, c'est que les gens en fait rentrent dans des espèces de boucles, comme des cycles, et ils continuent de se refaire des images de la même chose à chaque fois. Et donc, ils ont une sorte de capacité sans fin de se sentir stressés. Mais ce qu'ils ne pratiquent pas, c'est d'arrêter ça. Et ça, cette technique-là, ça va arrêter ce genre de pratique comme ça. J'utilise ça avec plein de techniques. Je parle vraiment de personnes avec des traumas énormes qui ont vécu l'Holocauste ou quoi. Et j'imagine qu'aussi que toutes ces nouvelles guerres-là, elles vont amener encore tout plein de traumatismes dans ce genre-là. Il y a tellement de vétérans aux États-Unis qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. Surtout lorsque il y a des technologies qui existent pour faire ça, c'est juste pas assez connu en fait. C'est pour ça que vous, il faut vraiment que vous aidiez les gens à se relaxer un peu parce que ce monde est vraiment beaucoup trop tendu et beaucoup trop en colère par rapport à plein de choses qui ne valent pas la peine. Et de nouveau, quand tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière de ressentir et à ce moment-là, tu changes tout ce que tu peux faire. J'adore ça. Une autre question pour toi? L'hypnose. Parlons un peu d'hypnose. L'hypnose, elle a un grand rôle dans ton travail. L'hypnose, en fait, c'est un mot à la mode pour parler de simplement une concentration sophistiquée. Si tu es concentré de la bonne manière, ça va stabiliser tes ondes cérébrales. Il y a plein d'états d'hypnose, il y a plein d'états de méditation que tu peux imaginer. Le cerveau,
C'est un outil absolument incroyable. Il y a des milliards et des milliards de neurones qui se parlent entre 100 à 10 000 autres neurones. Neurologiquement, il y a à peu près autant de neurones dans ton cerveau que d'étoiles dans le ciel, en tout cas. Et il y a à peu près 11 niveaux de communication différents qui se passent simultanément, en fait. En fait, il faut se rendre compte que les possibilités pour le cerveau sont sans limite. La plupart des gens ne profitent pas de tout ça. Ils apprennent à fonctionner d'une certaine manière et puis ils font tourner ces mêmes schémas dans leur tête. Quelquefois ils sont bons, quelquefois ils sont pas bons. Si je te demandais, quelle est pour toi la technique la plus efficace que tu utilises avec tes clients en utilisant de l'hypnose? Moi, j'utilise l'hypnose pour aligner le conscient et l'inconscient, les programmes conscients et inconscients. Parce qu'il y aura toujours des programmes inconscients et il faut qu'en fait que l'inconscient aille dans la même direction que ce que va ton conscient. Donc quelquefois, je change du côté conscient, quelquefois je change les programmes inconscients et quelquefois les deux. L'idée, surtout, c'est que les deux aillent dans la même direction. Le conscient, c'est comme une lampe de poche dans une pièce obscure. Et ça n'illumine finalement que ce vers quoi c'est dirigé. Même si la chambre, elle est remplie de plein d'autres choses. Si tu ne regardes pas où tu vas en fait trébucher. Il y a une raison pour laquelle le rétroviseur d'une voiture est plus petit que le pare-brise. Parce que comme ça, tu passes beaucoup moins de temps à regarder où tu étais, mais tu passes plus de temps à regarder où tu vas. J'ai lu quelques questions dans le chat. Il y en a une que j'adore. C'est de deux garçons de 10 ans. Comment on peut être plus heureux? Et je sais que tu as certainement une idée particulière d'être heureux. Yeah. Comment on peut être plus heureux? Pour commencer, la plupart des gens pensent que le fait d'être heureux, c'est comme un endroit où tu vas. Alors qu'en fait, c'est même pas un verbe, c'est on fait les choses avec joie ou avec bonheur. Si tu passes plus de ta journée à faire les choses avec joie, à ce moment-là, tu vas être beaucoup plus heureux en fait. Et tu vas te voir beaucoup plus heureux parce que lorsque tu es heureux et content, en fait, c'est une décision. C'est pas en fait, c'est pas un état, c'est une décision que tu prends. Il y a plein de choses, il y a plein de gens qui s'attendent à ce que le monde extérieur les rende heureux. En fait, tu peux faire tout avec joie. Tu peux regarder la télé avec joie. Tu peux faire du jogging avec joie. Tu peux regarder ton enfant avec joie. Mais il faut que tu décides de le faire comme ça et de le pratiquer parce que c'est une compétence. Lorsque j'ai écrit le livre Les secrets du fait d'être heureux, il faut que tu aies un but et que tu fasses les choses avec un but. Que tu décides, je vais passer tant et tant de temps de faire ce truc-là avec joie, plutôt que se dire il faut que je lave la vaisselle. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne puisses pas laver la vaisselle avec joie. Et dans tout l'énormité de cet univers, il y a tout ce que tu peux le faire avec joie. Et si déjà tu dois faire quelque chose, autant le faire avec joie. Et les gens, souvent, ils attendent que l'extérieur les rende heureux plutôt que d'être heureux et de profiter d'avoir de la gratitude. Bon, mon Dieu, on a tellement de choses à voir depuis le début des temps. Des milliards d'années, il a fallu pour en arriver au point où cette planète soit vivable et que nous, on puisse se développer dessus. Et maintenant, on regarde les étoiles en se demandant comment on peut aller là-bas. On est dans l'univers, on n'est pas séparé de l'univers. On fait partie de tout ce processus d'évolution depuis le début des temps. Et ça devrait nous faire nous sentir importants. Ça devrait faire nous rendre compte qu'il y a des choses plus importantes à faire que de se taper sur la gueule et puis de faire des guerres un peu partout sur des trucs insensés. On devrait rendre nos vies importantes plutôt que de dire aux gens comment eux ils devraient vivre. Et tout simplement de faire avec joie les choses qu'on doit faire. Et plus tu es heureux, plus tu es joyeux, plus les gens autour de toi vont être heureux et joyeux.
Et ça a l'air d'être contagieux, en fait. Il y a beaucoup de questions dans le chat pour toi. Il y en a beaucoup qui touchent à la santé. Certaines personnes demandent, par exemple, si c'est possible de guérir la fibromyalgie ou la fibromyalgie. Soit c'est mal prononcé, soit je ne sais pas ce que c'est. Ouais, voilà. Ok, ouais, fibromyalgie. Ouais, c'est juste que tu l'avais mal prononcé, mais ça, c'est pas un problème. J'ai deviné. La réalité, c'est qu'on ne connaît pas les limites de ce qu'on peut traiter. La fibromyalgie, c'est quand tu as trop de neurones qui s'activent en même temps dans une direction qui n'est pas la bonne. Et c'est pour ça qu'il y a des douleurs de partout. Apprendre à contrôler ta neurologie, eh ben, je pense que l'hypnose, c'est une des meilleures manières de le faire. C'est pour ça que j'ai utilisé pendant tellement longtemps. On peut faire rentrer des personnes dans des états de relaxation profonds et on peut contrôler même leur pression sanguine, ça, ça ne va pas en fait dégager les plaques de tes artères, mais par contre, ça peut rendre la pression de ton sang beaucoup plus contrôlable. Tu peux apprendre à relaxer tes muscles, tu peux désactiver des signaux à l'intérieur et puis les activer. J'ai j'ai déjà fait en fait à un moment donné avec une personne avec la fibromyalgie simplement de conditionner à ce que juste un bras ait extrêmement mal mais l'autre non, pour prouver à la personne qu'elle a un contrôle dessus. Et lorsqu'il y a des signaux dans le serveur qui s'activent, on voit sur les IRM en fait que ça s'active de partout. Le fait qu'on le voit sur un IRM, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'arrêter. On peut contrôler en fait nos ondes cérébrales. Il y a des gens qui le font avec de la méditation depuis des siècles. Euh, le fait de devenir un très bon hypno, ça va rendre toujours les choses plus faciles, que tu travailles de manière médicale ou alors que tu travailles sur toi-même ou que tu travailles avec des patients. Surtout, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir, qui ont des problèmes psychologiques ou alors qui tout simplement veulent avoir plus de succès. Et lorsque quelqu'un veut s'optimiser lui-même ou réparer quelque chose, à chaque fois je regarde ça comme étant de la rééducation. Tout est question de rééducation. On rééduque comment une personne pense, comme ça, elle peut avoir un contrôle sur son état de conscience, et à partir de là, ça va aller mieux. Tu parles d'hypnose, et beaucoup de personnes pensent toujours que l'hypnose, et ils le voient comme dans les films, voilà. Ça fait déjà tellement longtemps que l'hypnose, en fait, c'est n'importe quoi. Et Milton Erickson, c'est pour ça qu'il ne voulait enseigner l'hypnose qu'à des psychologues ou des psychiatres. Il ne voulait pas parler, en fait, à Grinder et à moi-même. Mais on lui a pas laissé le choix, en fait. Moi, je suis très persévérant, en fait, hein. La première des choses qu'il nous a demandé à faire quand on est quand on a traversé la porte, c'était de lui montrer en fait nos papiers d'identité. Et à chaque fois, il voyait sur les papiers ou alors sur les CV, docteur machin truc de telle université. Et, et moi, je lui ai simplement donné mon permis de conduire et puis un CV avec juste marqué que j'avais le permis, quoi. Et en fait, que tous les diplômes que j'avais un diplôme de pêche également, mais je trouvais que c'était drôle. Mais lui, il était un peu bougon après. T'as eu le privilège de travailler avec Milton Erickson, de voir comment lui, il faisait l'hypnose. Et ensuite, t'es allé plus loin encore et t'as commencé à faire des choses différentes où t'as complété en fait finalement son travail. Il faut comprendre que la plupart des gens qui font tout type d'hypnose, de psychologie ou de psychiatrie avaient des règles. Des règles, en fait, qu'ils avaient apprises de Sigmund Freud, ou qu'il fallait voir quelle était la cause du problème, ensuite comprendre ce qui causait le problème, et d'un coup, miraculeusement, le problème allait disparaître. Ils avaient également ce truc qu'il fallait tout faire de manière inconsciente ou avec intuition. Mais l'intuition, elle a ses propres règles, et ces règles elles peuvent être apprises. Nous, on le savait,
parce que nous, on était des scientifiques. Grinder, c'était un linguiste, moi, j'étais mathématicien. Et on a compris que tout ça, c'était des compétences qui étaient apprenables. Et il n'y a pas de gêne de l'algèbre, en fait. Tu apprends des choses et après, tu développes des compétences. Tu as les bonnes stratégies, si tu les utilises bien, et puis si tu le fais avec persévérance, ça va être encore mieux. Avec l'hypnose, tout comme avec tout le reste qu'on apprend depuis le début des temps, eh bien, les gens qui apprennent, eh bien, ils vont plus loin que les gens qui simplement parlent des choses. Et Milton, en fait, il apprenait à le faire de manière consciente et inconsciente et de faire les choses. Et nous, on a appris derrière à créer plusieurs générations d'hypnos. Dans mon cas, je pense que moi j'avais déjà des petits-enfants qui venaient se former chez moi, alors que déjà leur grand-père s'est déjà formé chez moi. Ça, c'est l'avantage d'être là pendant longtemps. Il y a, il y a des gens qui sont déjà venus un jour en formation et un qui m'a montré en fait une photo de lui à l'âge de 5 ans sur mes genoux. 3 générations, quoi. Mais en enseignant à plus de personnes d'utiliser l'hypnose comme une compétence, eh bien, beaucoup plus de problèmes sont résolus. Et beaucoup plus de choses merveilleuses se passent. Lorsque moi, j'ai un athlète de ligue ou alors des sportifs de haut niveau, moi, je veux pas juste les faire sortir de leur merde. Moi, je veux qu'ils soient le plus performant qu'il n'a jamais été. Moi, je veux pousser la barre le plus haut possible. Et quelquefois, en fait, les gens, ils viennent, ils me disent, moi, je veux juste que tu me sortes de ma fosse à purin, quoi. Je dis, pourquoi tu veux en sortir? Pourquoi tu veux en sortir? Est-ce que tu préférerais pas commencer à quelque part ailleurs et puis de recommencer tout simplement, plutôt que d'essayer de sortir de ce truc-là? Et dis-moi, ce que je veux maintenant, c'est que tu te visualises en train de te voir renvoyer la balle comme tu l'as jamais fait dans ta vie. De te voir en train de le faire aussi de manière répétée. Et il me regardait choqué, disant, personne ne m'a jamais demandé de faire ça. Je lui dis, mais oui, mais tout vient de l'imagination. Les gens ne sont jamais nés en train de savoir taper des balles, d'accord? Ils ont dû apprendre à le faire à un moment donné. Moi, j'ai pris toutes les compétences que j'ai apprises de Milton et je les ai utilisées comme des bases pour apprendre aussi bien à des élèves qu'à des enfants comment faire. Parce que lorsque tu crées un calcul justement de comment la personne pense et comment elle réfléchit, eh bien, en fait, tu arrives à l'étendre comme si la personne, en fait, vivait 300 ans et accumulait cette expérience. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'hypnose parce qu'ils pensent que tu donnes le contrôle à une tierce personne. Alors qu'en fait, c'est réellement l'inverse, puisque tu lui redonnes son contrôle. Lorsque les gens sont hypnotisés, ils peuvent faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire de manière normale. D'une certaine manière, ils sortent de leurs habitudes. Pour moi, l'hypnose, en fait, c'est un processus dans lequel moi j'essaye de créer une boucle pas de rétroaction, mais une boucle pour aller en avant, d'accord? C'est l'inverse d'une boucle de rétroaction. En fait, on va créer une boucle vers là où la personne veut aller, et je lui montre comment faire pour y aller. Quelquefois, j'explique ce qu'il doit faire dans son esprit pour changer ses idées, pour changer ses compréhensions, avoir de nouvelles cibles. Et à partir de là, il peut aligner ses programmations inconscientes avec ses croyances également. Et à partir de là, tout va dans la même direction, sans disruption. Et là, en fait, les gens se surprennent, en fait. Ça m'arrive très souvent, ça. Dans tous les domaines que tu vas. La programmation neurolinguistique, elle est unique parce qu'elle est interdisciplinaire. On peut apprendre à un joueur de baseball d'aller mieux, à un conducteur de Formule 1, à un ingénieur ou à un physicien. Parce que tout le monde a un cerveau et tout le monde l'utilise. Ça, il marche pour certaines choses et puis il marche moins bien pour d'autres. Et lorsqu'on fait la différence entre tout ça, à partir de là, on peut aider les personnes à dépasser leurs propres attentes et elles peuvent s'étonner elles-mêmes.
tu l'as mentionné, mais il y a beaucoup de questions sur les croyances. Comment changer les croyances? Mettons ça. Il- Alors, une croyance, c'est un nom, d'accord? C'est quelque chose dans lequel tu t'engages. Et chaque personne a sa manière de croire des choses. Et il y a certaines croyances qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas. Tout le monde croit que que le soleil va se lever demain. Ou alors, si tu ne croyais pas ça, tu ne planifierais rien pour le lendemain, quoi. C'était un bouddhiste qui me disait un jour qu'il avait abandonné toutes ses croyances et son ego. Et 2 minutes plus tard, il me disait qu'il doit partir parce qu'il doit partir au monastère parce que la méditation est à 3 heures. Et je lui ai dit, bon, si tu ne croyais pas que c'était vrai, à ce moment-là, tu n'aurais pas pensé à y aller ou alors tu n'aurais pas planifié d'y aller. Quelquefois, l'application des croyances, quand quelqu'un vient avec une bonne idée, et puis il commence à tordre cette idée avec beaucoup de trucs insensés, et en fait, j'ai entendu, moi, tellement de croyances limitantes sur la PNL, par exemple, des trucs qui sont hors de sens. Et si tu as des personnes qui si des personnes, de manière répétée, par exemple, regardent dans une certaine direction, eh bien, à ce moment-là, ils vont devenir plus intelligents. C'est pas ça, en fait, les accès oculaires, d'accord? Tu deviens plus malin en changeant ta manière de penser aux choses. En faisant les choses plus grandes ou plus petites, de les approcher, de les éloigner, de te visualiser d'une certaine manière dans le futur et pas d'une autre manière. Et la manière d'organiser également tes pensées. Et tout ça, ça va contrôler à quel point tu peux bien fonctionner ou pas. Certaines personnes demandent comment on peut, avec les compétences de PNL, faire en sorte qu'on puisse créer des résultats à long terme au lieu de revenir plus tard vers ses anciennes mauvaises habitudes. Comment est-ce qu'on peut faire que ça dure, le changement? Parce que quand tu travailles avec des gens, ils changent et normalement, le changement, on veut qu'il reste. Moi, à chaque fois, je fais ça. Moi, je change pas les choses dans le but que les choses reviennent en arrière. Moi, je vais même dire aux personnes, si elles veulent, comment revenir en arrière. L'idée, la raison pour laquelle les gens reviennent à leur comportement, c'est parce que ils n'ont pas rendu plus important leur nouvel état que l'ancien état. Et ça, tu le fais justement en jouant sur la taille des images, en te visualisant en train de réussir les choses, en train de le désirer davantage que ton ancienne habitude, comme fumer, te droguer ou n'importe quelle connerie que tu pouvais faire. Lorsque moi je travaille avec des personnes, une des premières choses que je demande, c'est comment est-ce que tu dépenses la monnaie de ta vie? En fait, en gros, comment est-ce que tu passes ton temps? En anglais, on dit souvent, comment est-ce que tu as passé ta journée hier? Il y a plein d'idiomes, en fait, en anglais qui parlent un peu du temps, un peu comme quelque chose, on dépense, en fait, notre temps. Si tu passes 2 minutes ici, 5 minutes par là, en train de t'inquiéter de quelque chose, bien ça s'ajoute. Lorsque tu commences à calculer tout ça, une demi-heure par jour ou 1 heure par jour, ça fait 365 heures à la fin de l'année, ça fait 3600 au bout de 10 ans, c'est énorme. Et ça, c'est ton plan pour le futur. Et si ton plan, c'est de revivre des souvenirs négatifs et de ne rien pouvoir en faire, ben, il y a des personnes qui font des... En Alberca, il y a des personnes qui font des manifestations dans la rue pour des trucs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Et en fait, tu vois ils sont en colère, et ils sont en colère par rapport à des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ce qui me fait toujours le plus marrer, c'est quand quelqu'un vient. euh, il y a des expressions en anglais aussi comme from the river to the sea, donc depuis la rivière jusqu'à la mer. Mais en fait, ils savent même pas en fait ce qu'ils sont en train de dire dans leur revendication en fait. Et si tu comprends finalement toutes tes revendications, à ce moment-là, bah, tu peux aussi tout simplement
changer ta manière de penser par rapport au problème, et puis d'un coup, ça n'est plus un problème. En fait, s'inquiéter et revivre des mauvais souvenirs, c'est pas du tout la bonne manière. Moi, à chaque fois, je demande aux personnes d'additionner tout le temps qu'ils passent à faire les choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et je leur dis, voilà, si pendant les 10, 20 prochaines années, tu passes 10 000 heures à faire ça, je lui demande, est-ce que ça te paraît malin? Et j'ai jamais eu une personne qui m'a dit, oui, c'est malin d'être mal pendant 10 000 heures. Pas une seule personne m'a dit que c'était malin. Oui, c'est un grand non, en fait. Je me souviens, lorsque moi j'ai commencé à apprendre la PNL, j'adorais le fait qu'il y avait des outils sur comment faire des choses plutôt que quoi faire. Les gens me disaient toujours quoi faire, mais après je ne savais pas comment le faire. Et c'est pour ça que je le faisais pas parce que je voulais pas. Il y a plein de gens qui te disent d'arrêter de t'inquiéter, mais ils te disent pas comment faire. Il y a plein de gens qui te disent d'arrêter de prendre l'alcool, mais ils te disent pas comment faire. La magie, elle est toujours dans le comment. Et ta capacité à changer ta manière de penser, c'est ça qui contrôle comment tu te sens. Il y a en fait une interconnexion entre les cortex dans le cerveau et, et tout ce qui en fait te permet de créer des images et tout ce qui te permet de créer des sons ou alors des voix dans ta tête, c'est on va dire interrelié sur à peu près 40%. D'accord? Et et tout ça, en fait, ça va avoir un rôle sur ton système nerveux entérique également. Et tout ça est interconnecté. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on est conscient de nos ressentis. Et lorsqu'il y a des trucs qui collent pas, en fait, lorsqu'il y a des ambiguïtés finalement entre nos images internes et les choses qu'on se dit, par exemple, si je me parle avec une voix stressante, eh bien, ça va effectivement tout altérer pour générer plus de stress. Donc il faut que tu apprennes à mieux te parler, à mieux imaginer les choses, histoire de pouvoir avoir une nouvelle manière en fait de fonctionner, une nouvelle manière de te représenter les choses et d'être bien. Il y a des questions très intéressantes par rapport au futur de la PNL. Quelqu'un demande: est-ce que tout a déjà été découvert? La réponse est non, clairement. Et c'est pas juste vrai sur la PNL, c'est vrai sur tout en fait. On ne sait pas tout. La PNL, elle est que là depuis le temps que moi je suis là, en fait, même moins, parce que moi j'ai commencé ça il y a 54 ans. L'astrologie, elle a une base de données de 20 000 ans. Donc ils ont beaucoup plus d'informations sur l'astrologie que nous sur le système nerveux. La neurologie, elle était dans ses débuts, en fait. Au début, il n'y avait pas d'IRM. Le mieux qu'on avait, c'était des électroencéphalographes. Mais c'est comme si tu avais un micro au cœur de la ville de New York. Aujourd'hui, on a des microscopes électroniques, on peut voir la matière dans le cerveau. Je lis un peu tout ce que les neurologues y font et, et quelquefois, je trouve des trucs assez super, en fait. Et il y a vraiment des scientifiques qui sont dédiés, dévoués, et puis qui font un travail de fou, et qui essayent vraiment de trouver comment le cerveau fonctionne. C'est là que la PNL entre en jeu. C'est vraiment, tout est question de but. Et il y a des buts, en fait, bah, tout simplement, dont on n'est pas encore conscient. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui avec leur téléphone portable. Moi, quand j'ai commencé la PNL, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais comme tout le reste, ça change avec le temps. Quand j'ai commencé, les téléphones étaient tellement lourds au tout début, en fait, qu'on pouvait tuer quelqu'un avec, mais c'était une époque différente. Et bien sûr, il y a de nouvelles innovations dans le monde, l'univers, il va changer, et peut-être un jour, on saura comment aller dans l'espace, et puis peut-être on va coloniser des trucs là-bas. Peut-être ça sera longtemps après que je sois parti, mais peut-être il y aura encore des PNListes qui vont travailler avec les humains. Parce que moi, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes de la NASA. J'ai pas travaillé à la NASA, mais avec des personnes de la NASA. Mais on,
on, on voit en fait qu'il y avait beaucoup de problèmes de communication, surtout quand ils communiquaient avec des astronautes pendant des temps très réduits. Euh, et, et par exemple, par, par exemple, il y avait un truc où il y avait un opérateur qui disait, OK, il y a un problème dans ton système de survie et tu ne peux rien y faire. Mais en fait, il n'a pas dit que tu vas mourir. Ce qu'il voulait dire, c'est que lui ne peut rien faire, mais que eux, ils peuvent le faire eux-mêmes, en fait. Donc là, il peut y avoir des incompréhensions où le gars a commencé à paniquer, alors qu'en fait, en réalité, le message était plutôt rassurant dans le sens de dire que eux, ils peuvent faire quelque chose. Robbie, est-ce que tu as une autre question ou alors tu peux aller sur la dernière question, Alessandro. Richard, il y a un mot que j'ai appris de toi dans ces dernières années, qui est un mot particulier. Je ne sais pas s'il existe ou pas, mais il fait sens lorsqu'on en parle. Ce mot, c'est de territorialiser. Et comme dans le séminaire que tu vas donner à une formation à la fin mai de maître Pratt avancé, et tu vas commencer de là, ça va être une très belle formation, parce que ça va me donner la possibilité d'enseigner des choses que je ne fais pas d'habitude. L'idée de la PNL, c'est que tu as une carte. Une carte qui représente ta compréhension du monde. Et il y a certaines des choses qui sont dans cette carte et d'autres choses qui ne le sont pas. Quand j'ai écrit La structure de la magie en 1973, j'ai mis en fait 3 éléments essentiels de la modélisation. D'abord, donc, première des choses, en fait, tu peux créer des distorsions. Une fois que tu as créé des distorsions, il y a des choses que tu fais, des choses que tu fais différemment. Tu peux généraliser également. Et puis, lorsque on a mis en fait ces 3 éléments, généralisation, omission, distorsion, j'ai reçu plein de courriers comme quoi, en fait, qu'il n'y a aucune documentation scientifique sur le sujet. Moi, je dis oui, mais c'est de la logique, c'est du bon sens. Parce que il y avait cette question de savoir finalement qu'est-ce qui est représenté dans ta carte du monde et qu'est-ce qui ne l'est pas. Lorsque ta compréhension du mot n'inclut pas tout, quelquefois en fait, on réfère ça en disant qu'il s'agit de territorialiser, de créer des nouveaux territoires. Chomsky disait la carte n'est pas le territoire. Oui, d'accord. Mais quelquefois, il faut construire de nouveaux territoires. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ce mot-là de territorialiser, parce qu'il y a certaines personnes, tu vas simplement travailler avec ce qui est dans leur carte du monde pour que ça fonctionne mieux. Et quelquefois, il y a des gens, il faut qu'ils se représentent de nouveaux territoires. Donc il faut que tu leur donnes une machine qui leur permet de construire ces éléments de territoire. Parce que tous ces petits programmes dont on parle, ces programmes de motivation, stratégie de décisation, stratégie d'apprentissage, si tu n'as pas une bonne stratégie d'apprentissage, par exemple pour apprendre à jouer d'un instrument, tu vas jamais jouer d'un instrument. Si tu n'as pas la bonne stratégie pour apprendre l'art, tu ne pourras jamais créer des trucs artistiques. Et ça, c'est vrai dans tout. Donc, quelquefois, il faut que tu aies une machine à l'intérieur de ta tête qui va construire de nouveaux territoires dans ta carte. Parce que quelquefois, les gens généralisent, parce que peut-être ils étaient trop jeunes, quand ils étaient jeunes, ils ont été abusés ou quoi. Et à partir de là, pour eux, l'abus, ça veut dire qu'eux ne pourront plus jamais avoir de relation intime avec quelqu'un, qu'ils ne pourront plus jamais profiter de la vie parce que ça s'est arrivé dans leur vie. Et ça, c'est juste une fantaisie de penser, en fait. Le fait que quelque chose te soit arrivé dans le passé, c'est juste que c'est arrivé dans le passé. Et la meilleure des choses avec le passé, c'est qu'il est fini. Et il faut que tu fasses les choses de cette manière-là, de manière à construire de nouveaux territoires pour pouvoir apprendre à apprécier les choses, d'être reconnaissant par rapport à tout ce que l'univers te donne et ce qui est littéralement sans limite. J'adore. J'adore et j'adore le fait que ça va être le point de départ à la fin mai lorsque tu vas venir en Italie pour se mettre prêt à avancer en PNL. J'adore. J'espère que tout le monde a bien profité. Merci beaucoup Richard. Et c'est encore possible de s'inscrire en maître Pratt avancé. Hein. S'il y en a qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez. Ouais.
Je suis désolé aussi pour la coupure avant, mais l'ordinateur n'a pas voulu me laisser rentrer de nouveau, donc voilà. Mais on a réussi. Merci beaucoup. On espère vraiment, on est heureux de vous revoir dans 1 mois et demi en Italie. L'Italie, c'est magnifique, les gens sont toujours sympas. Et, et pour les nouveaux, commencez votre voyage dans les formations, parce qu'il y a vraiment des outils fantastiques. Et vous pouvez vraiment avoir une belle qualité de vie. Et pour toutes les inscriptions ou quoi, contactez Optimistra. Et puis nous, on peut arranger toutes les inscriptions. Merci Richard. Merci, à bientôt.